Si on remonte dans le passé, mon père est arrivé en France à l'âge de 3 ans. Il est né en Italie, dans la ville de Padova, Padoue, dans le nord, au-dessus de Venise. Et ils sont arrivés là avec des contrats de travail et ils habitaient dans des bidonvilles. Mais c'était vraiment aujourd'hui les bidonvilles qu'on trouve au Kenya, dans les pays d'Afrique, on les avait en France dans les années 50. Tout à fait, ouais. Et ils ont vécu dans une pauvreté qui était monstrueuse, qui vivaient dans de la boue, sous des tôles. Enfin, aujourd'hui, en 2018, on ferait jamais ça, la preuve, on le fait pas. Et ils ont tellement manqué, tous ces manques-là, qu'aujourd'hui, ils ont toujours cette peur de manquer. Ma grand-mère a toujours eu peur de manquer. Elle faisait des provisions énormes, des boîtes de conserve en tout genre qu'elle n'a jamais mangé. Quand elle est décédée et qu'on a dû vider la maison, on a fait de ses trouvailles, mais des boîtes de conserve qui étaient périmées depuis 20 ans. Enfin, je me suis dit, tiens, c'est quand même balèze comme situation. Moi, je me rappelle quand j'avais une dizaine d'années, à peine, pour aller à la messe le dimanche matin, il fallait éclairer le poêle à charbon, faire chauffer une bouillotte d'eau, se laver le nez, la figure et tout le reste, tant bien que mal, et hop, c'était parti, on se changeait, et voilà. Parce que même à l'époque, ma maman, il n'y avait pas de machine à laver, c'était le lavoir. Et elle faisait remplir le lavoir d'eau froide, elle prenait une bassine d'eau chaude, elle mélangeait et elle faisait la lessive comme ça. Quelqu'un qui a eu une vie compliquée, qui a toujours essayé de s'en relever, c'est un très très gentil garçon. Je pense que ce qu'il y a surtout, je dirais que par sa vie compliquée, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours essayé d'économiser, de réutiliser le matériel, peut-être de récupérer un petit peu des choses pour pouvoir les réutiliser dans un souci d'économie. Alors peut-être qu'il avait déjà un petit peu ce syndrome Diogène qui était peut-être un peu en sommeil, mais qui est, je sais pas, je suis pas médecin bien sûr, mais je pense qu'il a toujours eu ce souci un petit peu de l'économie. Excusez-moi l'expression, toutes les merdes qui traînent, oui, je les récupère. Enfin, c'est un français, c'est pas bien français, mais bon. Récupérer ici. Pas récupérateur, non, parce que je suis allé voir le médecin à Bellevue. Oui. C'est ce qu'ils m'ont reproché. De récupérer. Moi, je récupère rien, à part le bois pour me chauffer. Un petit peu quand même, là, si on regarde l'étagère, le placard, il y a bien un petit peu de choses. Ah non, ça c'est tous des souvenirs, ça. Le fait qu'il ait mis le feu à sa maison par intermédiaire de sa chaudière, quelque part ça ne me surprend pas, quoi, parce qu'il s'était mis à récupérer, dans le cadre du tri sélectif, il récupérait les sacs jaunes tous les mardis soirs pour récupérer du papier, du plastique qui moulait dans sa chaudière, quoi. Donc il arrive un moment où effectivement il se mettait en danger et ce qui est arrivé, je veux dire, malheureusement, m'a presque pas surpris et a pas surpris beaucoup de gens. Il nous raconte des histoires qui tiennent à peine debout. En fait, il ressasse le passé, on a l'impression que c'est une boucle. Il reparle de faits il y a 2-3 ans. Il n'est jamais dans la réalité. Aujourd'hui, on est fin 2018. Peut-être que fin 2020, il va nous reparler de fin 2018. Mais si on lui demande qu'est-ce que tu as fait hier, il ne va pas nous le dire. Il va nous parler de son tracteur qu'il a acheté il y a 20 ans. Au-delà de son syndrome Diogène où il stocke beaucoup de choses, que ce soit à l'extérieur de son domicile comme à l'intérieur de l'appartement, il a du mal je pense, à se nourrir. Il a des difficultés à avoir une hygiène de corps et de vie normale. Il s'est coupé de beaucoup de gens, il a gardé un petit peu des contacts, mais je dirais c'est plus ses anciens collègues pompiers qui par sympathie passent le voir de temps en temps, lui font un bras de ménage, qui m'avait eu alerté en me disant on est allé chez lui, ça sentait très mauvais, on a regardé, c'était le congélateur qui était tellement plein que ça avait pourri à l'intérieur, quoi. Il y a des choses où il a du mal à gérer au quotidien certaines choses, ça c'est clair que c'est compliqué pour lui. Il y a des voisins qui sont extrêmement compréhensibles et on les remercie.
qui comprennent bien ce cas et qui le prennent dans le bon sens, qui arrondissent les angles. Je pense à la société qui est juste en face, qui est une entreprise de chaudronnerie, enfin, je connais le patron et quand je le vois, qui me dit ah il a fait ça, mais qu'est-ce que tu veux, c'est lui quoi, on va pas l'empêcher. Le voisinage supporte de plus en plus mal son attitude, déjà son environnement, parce que chez lui c'est un véritable dépotoir à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, parce qu'il stocke plein de choses. Alors il a des anciennes machines agricoles qui sont stockées dans son jardin. Il a tout ce qu'il peut récupérer, des palettes, des cartons, et j'en passe, de la ferraille. Il a fait de briques et de broc des abris pour ses poules, pour ses lapins. Et puis le fait que donc c'est pas un environnement qui est très agréable pour le voisinage, et puis le fait qu'il fasse brûler tout et n'importe quoi dans sa chaudière, donc ça fume noir, ça sent mauvais. Voilà. Et puis il y a le fait aussi que il est pas conscient des nuisances qu'il peut créer. Il va faire tourner son tracteur pendant des heures parce qu'il a peur que la batterie se recharge pas. Donc au lieu de faire ça le lundi ou le mardi, quand il n'y a personne chez les voisins qui sont au boulot, il fait ça le samedi ou le dimanche pendant midi. Donc les gens sont sur la terrasse. Donc forcément, ça crée beaucoup de tensions avec son voisinage. L'autre, là, côté Berck, il est bien gentil, mais il ne peut pas entendre tourner le tracteur, il veut rien. Ouais. Alors finalement, j'ai décidé que le jardin, je n'en ferai plus. D'accord. Tout le bois que j'ai entassé de partout, j'ai de quoi me chauffer au moins 2 hivers. Seulement voilà, maintenant c'est la mode que il faut l'électricité, qu'il ne faut pas faire de la fumée, ça gêne tout le monde. Il faut revenir au temps des Romains. Il a une sœur, enfin une demi-sœur qui s'en est occupée pendant un temps, qui a baissé les bras et avec qui il se voit de temps en temps, mais elle m'avait dit moi je peux plus gérer. Et puis quand elle allait chez lui pour essayer de trouver des papiers pour l'aider dans ses démarches administratives, les relations devenaient très très conflictuelles. Il y a ma sœur, parce que j'ai qu'une sœur, Oui. qui m'aime bien, et moi aussi d'ailleurs, mais c'est un peu la guerre avec mon beau-frère. Alors moi je ne veux pas rentrer dans leur jeu, parce que chacun chez soi. Je ne veux pas mettre l'embrouille dans leur ménage, et moi rester comme un clochard. D'accord. Il n'avait plus personne qui s'occupait de lui, il se retournait un petit peu vers moi, un peu vers les services de la mairie. C'est vrai que j'ai eu une période où je me suis senti un petit peu seul. C'est de là où j'avais vu la situation, et pour essayer de l'aider lui déjà en premier, avant moi, c'est là où j'ai fait une demande de mise sous tutelle. On suit Monsieur B depuis 2016, c'est à savoir que c'est la mairie qui a fait un signalement pour demander une mesure de protection parce qu'il avait réellement besoin d'une aide extérieure. La famille, compte tenu de sa situation, a souhaité également une aide extérieure pour se protéger aussi des responsabilités que cela incombe, car la situation de Monsieur B est quand même relativement compliquée. Je l'informe de ce qui est fait au sujet de ses comptes, au sujet de ses papiers. Je sollicite dans le meilleur des cas son avis. Je lui fais signer le plus possible de documents, d'où l'importance de faire des rencontres tous les mois. Par contre, si son avis ne nous semble pas agir dans son intérêt, on essaye soit d'avoir l'avis du juge des tutelles et aussi l'avis d'un médecin si sa santé est concernée. Et la tutrice, comment dire, après tout, c'est pas bien juste, je l'aime bien. Façon de parler, c'est pas les mots justes, hein, je veux pas l'accaparer. Elle est gentille, elle fait son travail. Son choix de lieu de vie, c'est de retourner dans sa maison. L'idée, et malheureusement c'est à l'encontre de la décision de monsieur, ce sera de complètement
vider et nettoyer la maison, en plus des travaux, avant qu'il intègre à nouveau la maison. On a tenté déjà, ne serait-ce que pour vider le garage, de faire participer monsieur au tri de ce qui était réellement brûlé, donc inutilisable, de ce qui était récupérable à conserver. Monsieur B a refusé de jeter quoi que ce soit. La tutrice avait commencé de faire débarrasser la maison pour que l'expert de l'assurance puisse passer. Là, ça se passait très mal parce qu'il ne comprenait pas qu'on puisse évacuer toutes ces choses qu'il avait emmagasinées depuis des années. Et donc on y est allé avec la tutrice, avec son médecin traitant pour essayer de le raisonner, pour lui faire comprendre. Alors l'idée c'est que, et là ça a été travaillé avec les services de psychiatrie, parce que du coup il y a quand même un service au niveau du centre de rééducation, parce que monsieur a subi un traumatisme, donc il est quand même suivi à ce niveau-là, plus un psychiatre au niveau du service qui ont proposé une aide à ce niveau-là, un traitement également pour l'apaiser, parce que malheureusement il manifeste aussi parfois des comportements inadaptés, et aussi une hospitalisation le temps que les travaux se fassent, parce que sinon on ne pourra pas réaliser ce qui est à réaliser et il ne pourra pas rentrer chez lui. Et après on mettra en place une aide à domicile pour essayer de maintenir un minimum d'entretien de son logement. Parce que le mandat aussi c'est essayer de conserver au maximum le patrimoine, et ça en fait partie. Malheureusement, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer, et on doit aussi respecter la vie privée et la liberté du choix de son lieu de vie, la liberté d'expression, la liberté du droit à l'image. Ce sont des actes qui ne relèvent pas du tuteur, mais des actes privés de la personne. Donc on est aussi limité dans l'exercice de notre mandat par la loi et dans le respect justement des libertés. On ne l'empêchera pas, ça sera compliqué, son syndrome Diogène étant là, qu'il ne continue pas de récupérer un peu du matériel à droite ou à gauche. Alors moi je passe des consignes aux entreprises, les artisans qui viennent sur le secteur, les entreprises locales, en disant s'il vient vous voir, surtout vous ne lui donnez pas des palettes, des cartons, des bouts de ferraille, parce qu'il avait un peu tendance, et puis les entreprises ça les arrange d'avoir quelqu'un qui vient sur le chantier récupérer les palettes ou les bouts de moellon qui traînent. Donc je passe un peu ces consignes-là à tout le monde en disant s'il vient vous voir, surtout vous ne lui donnez rien, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait que les gens fassent pour vous aider? Pas grand-chose, me laisser la paix déjà.